Voilà, nous avons donc débuté ces travaux cet après-midi par donc l'intervention de Madame Mangas et de Madame Sarail. Merci de votre présence. Le sujet est brûlant et d'actualité, puisque, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais la Cour des comptes, donc, le rapport est paru officiellement le 10 septembre. Il a été présenté par le président de la première chambre de la Cour des comptes auprès de la commission donc, des finances de l'Assemblée nationale ce même jour. Donc il y a eu, pour certains d'entre vous, ceux qui ont pu en bénéficier, une intervention qui a été filmée et on a pu la suivre via Internet notamment. Et les débats par écrit, on a réussi à les obtenir. Donc ça amène beaucoup de questions, je pense, pour chacun d'entre vous. Il y a des conséquences qui en sont tirées par notre tutelle, donc l'administration fiscale. Et justement, donc c'est le sujet qu'on va aborder. Et je vous propose donc de laisser Madame Mangas et Madame Sarail intervenir. Et donc elles acceptent qu'il y ait un débat ouvert. Ensuite, sur les sujets qui vous intéressent. Voilà. Bien, Monsieur Vicenzi, premièrement, je voulais vous remercier de votre accueil. Vraiment, d'accord. Je disais, je voulais vraiment remercier Monsieur Vicenzi pour son accueil. Merci beaucoup, Monsieur Vicenzi. Oh là là, bon, je vais essayer de parler. Un, deux. Bon. Non, mais c'est moi qui peut-être parle pas assez fort. Bien. Je prends les deux, oui. Non, je crois que c'est mieux là. Donc, merci de votre accueil. Laurent Martel n'a pu être aujourd'hui avec nous. Il en est vraiment désolé. Je sais que vous avez eu un échange avec lui. Il est malheureusement bloqué à Vienne ou dans les environs de Vienne et il a du mal à rentrer sur Paris. Donc, pardon ? Oui. Enfin, en plus, il n'était pas à Vienne. Enfin, c'était très compliqué. Non. Et oui, il s'est trompé d'un mois, en fait, c'est ça. Non, il était vraiment désolé. Je l'ai eu encore au téléphone il n'y a pas longtemps. Il était vraiment désolé de ne pas être avec nous. Il m'a chargé aussi, et je me joins à lui, pour remercier Dominique Perrault et Sylvie Nicoulot, que j'ai vu tout à l'heure, pour nous avoir ouvert les portes de votre centre de gestion agréé. Nous y avons vu des choses très intéressantes et vraiment mille merci de la qualité des échanges que nous avons pu avoir ce jour-là. Alors, la DGFiP tenait à être avec vous aujourd'hui. Parce que le moment que traversent les organismes agréés est un moment important dans leur histoire. Je crois qu'on en est tous conscients. Et ce que nous souhaitons vous dire, c'est que nous souhaitons traverser ce moment avec vous en agissant au mieux des intérêts de l'État, des entreprises et des dirigeants, mais aussi des organismes agréés et de ses salariés. Alors je vous connais depuis quelques années, puisque ça fait maintenant presque 6 ans que je m'occupe de la tutelle des organismes agréés. Et je sais qu'il y a quelques années, vous aviez également été confronté à une évolution des missions. Et j'avais pu mesurer à l'époque votre très bonne capacité d'adaptation. Alors je suis persuadée qu'il en sera de même aujourd'hui et que nous allons pouvoir écrire ensemble cette nouvelle page de l'histoire des organismes agréés. Je sais que l'enquête de la Cour des comptes a suscité des appréhensions, des inquiétudes, bien légitimes, je vous l'accorde. La publication du rapport, donc, il y a quelques jours, il faut s'attendre à ce qu'elle soit commentée. Et ce ne sera pas forcément de façon très bienveillante. Il faut qu'on s'y prépare ensemble. Alors l'inquiétude que vous avez éprouvée, la DGFiP l'a également éprouvée. Car l'enjeu de la mission n'est pas mince. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise les choses franchement. Parce que c'est notre devoir, dans notre relation de tutelle, qui a toujours été une relation de confiance. Il faut que vous sachiez que ce qui était en jeu, c'était la survie des organismes agréés. Alors, vous n'ignorez pas qu'il y a de bons esprits dans l'État, au Parlement, et en l'occurrence à la Cour des comptes, pour dire plusieurs choses s'agissant des organismes agréés. Pour dire que les organismes agréés n'ont pas de strict équivalent dans les autres pays européens. Ça se discute.
pour dire que les cotisations élevées auprès des adhérents sont un quasi-prélèvement obligatoire qui a été chiffré à près de 250 millions d'euros. Alors évidemment, on le sait tous, la cotisation, ce n'est pas un prélèvement obligatoire. Ce n'est qu'une cotisation volontaire. Mais on sait que le défaut d'adhésion est quand même pénalisant. Certains diront que le coût des organismes agréés est considérable pour la collectivité, puisque la non-majoration pour les adhérents a un coût de 4 milliards. Certains diront aussi que l'efficacité des organismes agréés pour fiabiliser les déclarations fiscales est décevante, puisque selon l'INSEE, vous l'avez vu comme moi, la part des revenus dissimulés chez les entrepreneurs à l'impôt sur le revenu n'a pas baissé depuis des décennies. Alors si je cite ces arguments, ce n'est pas pour les reprendre au compte de la DGFiP. Ce n'est pas pour les reprendre à notre compte. Parce qu'à bien des égards, nous les trouvons injustes. Mais je tenais à vous les citer parce que ces arguments font partie d'un contexte intellectuel global dans lequel le rapport de la Cour des comptes s'est inscrit. Évidemment, les partisans de ces thèses concluent qu'il faut supprimer les organismes agréés, ou ce qui revient au même, à supprimer tous les avantages liés à l'adhésion. La DGFiP a été auditionnée, comme certains d'entre vous, ou certains de vos représentants. Et je peux vous dire, pour avoir participé personnellement à ces auditions, que certains magistrats qui nous interrogeaient, oui, c'est ça, c'est le mot, interroger, professaient cette thèse. Que certains avaient une idée très claire de la conclusion à laquelle ils souhaitaient arriver. Alors finalement, qu'en est-il ? Eh bien, vous l'avez tous vu, la Cour a finalement conclu dans le bon sens. Très heureusement. Et je crois qu'il faut le dire, si la Cour a conclu dans le sens du maintien des organismes agréés, c'est le fruit des efforts conjugués des fédérations et de la DGFiP. La Cour a conclu non pas que les organismes agréés devaient disparaître, mais qu'ils devaient avoir un rôle accru. Plus exactement, que les organismes agréés devaient demeurer à la condition que leur rôle soit accru. Et ça, je me permets d'insister tout particulièrement là-dessus. Je voudrais vous dire que le sens de la conclusion de la Cour, du maintien des organismes agréés, nous paraît aller bien évidemment dans le bon sens. Car la DGFiP, vous le savez, a toujours pensé que les organismes agréés ont une place importante, je dirais même irremplaçable, dans le paysage fiscal français. On sait tous que vous êtes un partenaire, des partenaires très précieux de l'administration fiscale. On sait tous le rôle que vous jouez dans l'accompagnement des contribuables, dans la dématérialisation de leurs obligations déclaratives et dans la qualité de l'élaboration de ces déclarations fiscales. La DGFiP sait que vous avez favorisé des relations apaisées entre nous et les contribuables et que de manière très certaine, vous contribuez au consentement à l'impôt. Je crois qu'il faut d'ailleurs que vous assumiez que vous êtes des partenaires de l'administration fiscale. Je crois que c'est important. Vous êtes nos partenaires. Et je peux vous dire que parfois j'ai été un peu surprise et j'ai eu un peu de mal et un peu de douleur lorsque j'ai parfois entendu dans d'autres enceintes certains se défendre d'être des alliés de l'administration fiscale. Aujourd'hui, ce que préconise la Cour, c'est excellent. C'est excellent puisqu'en définitive, on en ressort avec le maintien des organismes agréés. Mais encore une fois, le couperet n'est pas passé très loin et c'est grâce à nos efforts conjugués que nous avons pu faire pencher la balance dans le bon sens. Vous l'avez tous vu, la Cour préconise le renforcement des missions des organismes agréés. C'est nécessaire. Je vous le dis, c'est nécessaire. Alors, je ne vais pas reprendre le rapport de la Cour dans le détail, mais bien sûr, on a tous noté qu'il y avait des raccourcis et de l'exagération dans les critiques de la Cour. Et je ne vais pas les reprendre ici dans le détail. J'ai toute confiance d'ailleurs en vous pour contre-argumenter les conclusions du rapport.
Mais malgré tout, il y a quelques coups de projecteur dans ce rapport, il y a quelques vérités dont on ne peut pas collectivement se satisfaire. En tout cas, quelques vérités qui ne satisfont pas la DGFiP. Par exemple, la probabilité qu'une entreprise contrôlée fasse l'objet d'un redressement fiscal est la même que l'entreprise soit ou non adhérente d'un organisme agréé. Ce constat, il est bien évidemment frustrant pour nos collègues du contrôle fiscal. Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel du paysage, le fait pour un redevable, enfin un contribuable, d'être adhérent ou de ne pas être adhérent, ne fait pas partie de la grille d'analyse de risque en matière de contrôle fiscal. Et ça, ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, je pense que les choses doivent changer. La Cour préconise une réorientation du dispositif de manière à rééquilibrer le bilan avantage. Je crois qu'il faut y aller. C'est nécessaire. Comme je vous le disais, c'est nécessaire. Alors vous le savez peut-être, on en a discuté, peut-être Marie-Pierre hier à l'occasion du dîner, nous allons mettre en place un groupe de travail. Parce que ces évolutions, dans l'exercice de vos missions, il faut qu'on les définisse ensemble. Ce n'est pas nous, à la DGFiP, dans notre coin, qui allons définir ce que vous devez faire. Mais encore une fois, on a des incontournables. Alors dans un cadre d'un groupe de travail qui va s'ouvrir le 30 septembre, nous allons vous proposer d'aller dans les directions suivantes. Je vais les citer, on ne rentrera pas dans le détail, ce n'est pas cet après-midi qu'on fera le groupe de travail, mais je vais d'ores et déjà vous dire dans quel sens nous souhaitons travailler. Comme vous l'avez compris, nous souhaitons élargir le périmètre des missions qui sont confiées aux organismes agréés. Pour cela, nous souhaitons étendre les contrôles de cohérence à de nouveaux impôts. La CVAE, le CICE, la taxe sur les salaires et la taxe assise sur les salaires. Les travaux de cohérence, vous savez faire. Cela s'inscrit déjà dans le prolongement des missions que vous exercez. Alors, lors de ce groupe de travail, bien évidemment, on va examiner ensemble les conditions dans lesquelles ce contrôle de cohérence pourra être mis en place. Ce que nous souhaitons aussi, c'est étendre le contrôle à l'examen des pièces justificatives qui viennent à l'appui de la comptabilité. Alors, je vois bien, d'ores et déjà, quelques petites réactions, parce que ce sujet-là, c'est sans doute l'évolution la plus profonde qui est à l'ordre du jour, par rapport au fonctionnement actuel. On définira ensemble la méthodologie de contrôle. Il s'agira nécessairement d'un contrôle limité à un échantillon de pièces. On ne va pas vous demander de tout regarder. On verra comment on s'organise, un échantillon de pièces, un échantillon d'adhérents, voir la périodicité de contrôle. L'idée quand même n'est pas de décupler la charge de travail que vous avez. Et donc derrière il y a les cotisations, on en a bien conscience. Mais on va trouver ensemble, et j'insiste tout particulièrement sur ensemble, on va trouver ensemble comment trouver une solution réaliste pour avancer dans cette voie. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas refuser d'avancer. Ce n'est pas possible. Il faut qu'un jour, et très rapidement, mes collègues du contrôle fiscal puissent tenir compte de l'adhésion ou de la non-adhésion. Ça nous paraît une étape incontournable. J'insiste tout particulièrement parce que si on ne va pas dans ce sens-là, on affaiblit considérablement la raison d'être des organismes agréés. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les organismes agréés, ça repose sur l'idée qu'il faut un double regard. S'il n'y a pas ce double regard entre l'expert, le professionnel
de l'expertise comptable et l'organisme agréé, il n'y a pas de raison d'être pour les organismes agréés. Si l'organisme agréé n'exerce aucun regard critique sur les pièces justificatives, sa raison d'être est fragilisée. Je le dis, j'insiste tout particulièrement, parce que les magistrats de la Cour des comptes étaient très conscients de cela. Donc, nous allons avancer. Nous allons également vous proposer de vous confier des missions en matière de recouvrement. Alors là aussi, on verra dans quelles conditions, hein, on verra comment on peut mettre en œuvre tout ça. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que le statut et le rôle des organismes agréés soient renforcés. Ça nous paraît être important. En renforçant le statut des organismes agréés et en renforçant le rôle que vous jouez, on se met en situation, collectivement, en situation de force, pour sauvegarder les avantages fiscaux accordés aux adhérents. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que la Cour propose de revisiter ces avantages fiscaux. Dans le cadre de la révision annuelle des dépenses fiscales, cet examen critique aura nécessairement lieu. Nous sommes convaincus qu'il faut maintenir la non-majoration. Mais nous devons réfléchir collectivement à la façon dont on va accroître le nombre d'adhérents. Depuis ce matin, on en parle, comment accroître le nombre d'adhérents. Eh bien voilà, je crois que le moment est arrivé de se poser cette question et de voir ensemble comment on peut faire. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous allons également nous interroger sur le maintien des missions annexes aux organismes agréés. Vous avez pu voir que la Cour nous indique que les missions annexes n'ont pas vraiment d'utilité. Je le dis comme ça, c'est comme ça que c'est dit. Parce qu'elles font double emploi, parce que c'est proposé par d'autres professionnels. Les adhérents seraient plus attachés à la mission fiscale qu'aux missions annexes. Donc c'est une question qu'il va falloir se poser. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut les maintenir, pas les maintenir. Je dis qu'on va se poser la question collectivement et qu'on verra comment on fait. Dans les missions annexes, il y a plusieurs choses. Il y a la formation, il y a la prévention. Bon, on verra. Est-ce qu'il faut les maintenir à titre facultatif? Est-ce qu'il faut les abandonner pour se réorienter totalement vers les missions fiscales? Ce sont des questions que nous aborderons et sur lesquelles nous trouverons ensemble une voie de sortie. La Cour a préconisé, vous l'avez vu, un renforcement des sanctions à l'égard des adhérents. Bon, ça aussi, on en parlera. Ça me paraît légitime quand il n'y a pas respect des règles, donc on y reviendra. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment qu'ensemble, on renforce votre positionnement dans le paysage fiscal. Il nous paraît important de travailler avec vous à la mise en œuvre des préconisations de la Cour. Alors, il y aura des sujets juridiques, il y aura des sujets techniques, il y aura des sujets matériels, il y aura des sujets de calendrier, mais tout ça, nous le mettrons sur la table et nous le réglerons dans le cadre des travaux que nous conduirons ensemble ou avec vos représentants dans ces groupes de travail. Voilà ce que je voulais vous dire pour démarrer. Ce matin, on parlait de motivation, de confiance. Moi, je suis persuadée que nous ferons ensemble un travail très constructif et que les organismes agréés, que vous, relèverez ce défi et que nous le relèverons ensemble. Je suis persuadée, je ne serai peut-être pas là dans quelques années, mais je suis persuadée que les organismes agréés, dans l'avenir, pourront jouer un rôle clé dans le soutien aux entreprises et dans la progression du civisme fiscal. Voilà. Alors si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je suis devant vous, mais c'est parce que j'en suis intimement convaincue. Mais tout ceci ne pourra se faire que si, ensemble,
nous avançons ici ensemble, nous redéfinissons le périmètre de vos missions. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça me paraissait important, Laurent, vous l'aurez dit à ma place. Pour nous, c'est nécessaire d'aller de l'avant. Merci, merci Madame Mangas. Je pense qu'on peut aussi, on peut en parler maintenant, excusez-moi. Je voulais vous remercier Madame Mangas, et puis confirmer que nous arrivons à un tournant, qu'il était nécessaire de toute manière que nous passions par là. Les réorientations en plus sont intéressantes, puisque Madame Mangas l'a dit plusieurs fois, on va le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire remonter vos doléances et puis aussi vos idées, c'est toujours intéressant. Monsieur Martel m'a fait part de sa soif d'idées et puis d'informations à ce sujet. Je pense qu'on a ici un avenir qui va être tracé. Il ne faut pas qu'on loupe le tournant, il faut qu'on soit donc ensemble partenaires, comme on l'a toujours été, mais là encore plus qu'avant. Donc moi je compte sur vous, sur toutes les propositions qui vont être faites, vos réactions, qu'elles soient constructives, elles peuvent être négatives, mais au moins qu'elles soient constructives s'il vous plaît. Voilà. Sur l'EDI gratuit, on a parlé un petit peu, c'est vrai que justement, hein, on vous a proposé il y a quelques semaines de participer à une opération visant à permettre aux primo-télédéclarants, puisque vous le savez, dans quelques jours, hein, maintenant c'est pour quelques jours, il y a un certain nombre de petites entreprises qui vont rentrer dans la télédéclaration de façon obligatoire. Donc on a pensé, parce qu'on sait que vous êtes compétent en la matière, on sait que vous avez soif de vous faire connaître, donc on a pensé que vous pourriez participer à cette opération. Donc on a fait un texte avec Marie-Pierre, c'est un décret en Conseil d'État, qui ouvre la possibilité de rendre un service à un non-adhérent, puisque là on va toucher une population de non-adhérents. Vous lui offrez un service de télédéclaration pour ce primo-télédéclarant. Alors j'insiste bien parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois quelques sujets à interprétation. Qu'est-ce que c'est un primo-déclarant, mais l'année d'après, comment ça va se passer? Donc on est bien sur la personne qui va rentrer dans le dispositif, qui va déclarer pour la première fois sa déclaration de résultat, notamment hein, de façon dématérialisée. Cette personne-là, elle est primo-déclarante une fois, hein, par définition, donc ça veut dire que vous lui offrez ce service, donc on vous a proposé de le faire gratuitement. Alors je sais que vous y êtes très favorable, mais que la notion de gratuité vous a un petit peu gêné. Moi, je comprends votre réaction. D'abord, j'ai noté que vous étiez partant, c'est très bien. Bon, après, la gratuité, ça vous pose un peu de difficultés, ça je l'entends bien aussi. Mais je crois qu'on arrive, comme vous le disiez, à un tournant où vous dites aussi que ben voilà, depuis quelques années vous perdez des adhérents, et les chiffres que l'on a pu tous voir dans les rapports montrent bien qu'en matière d'organismes agréés et surtout pour les centres de gestion agréés, il y a une perte d'adhérents, bon mais si elle n'est pas énorme, enfin elle existe. Je dirais que c'est une occasion de vous faire connaître, une occasion de capter cette clientèle, alors on ne parle pas de clients mais d'adhérents, de capter ces adhérents, de les faire venir à vous, de faire en sorte qu'ils vous connaissent, parce que je suis persuadée que ces personnes-là à qui vous allez prêter une aide la première année où elles rentrent dans ce nouveau dispositif, je suis persuadée que par l'offre de services que vous allez faire, eh bien, il y a de grandes chances pour que l'année d'après, elles adhèrent. Voilà. Donc, c'est vrai, on vous propose de le faire gratuitement, mais c'est une chance, enfin une chance, c'est une occasion de vous faire connaître et d'avoir des adhérents potentiels qui viennent vers vous et qui, après, adhéreront pour que vous puissiez offrir le full service l'année d'après de manière très normale, de façon d'être normale. Voilà. Oui, monsieur. Donc, attends, Didier, 2 secondes, s'il te plaît. Donc, l'idée de la gratuité, c'est en fait compte, ça rejoint l'information que vous avez vue tout à l'heure, avant d'aller déjeuner. C'est l'idée d'un investissement commercial. Voilà comment ça a été en fait vendu, ça nous a été vendu par l'administration fiscale. Donc, à nous d'imaginer le moyen de retenir l'adhérent une fois, enfin l'adhérent, le futur adhérent, une fois qu'il sera venu nous rencontrer pour la première fois pour sa déclaration de bénéfices. Donc, encore une fois, rien n'est gagné, il faut qu'on s'y mette, et tous, autour de notre table, pour arriver
à conquérir de nouveaux adhérents. Et donc là, on a une opportunité, je pense qu'il faut la tenter. Elle est gratuite pour la première année. Mais bon, les entreprises, quand elles font des devis, c'est gratuit pour une grande partie d'entre eux, malgré tout. Et lorsque la personne prend le contrat, elle n'a pas à payer de devis. Donc on peut faire un parallèle et partir dans ce sens-là aussi, d'avoir une part d'investissement commercial de cette manière. Alors, sachant qu'effectivement, on n'oblige personne, hein, ceux qui ne souhaiteront pas participer à l'opération n'y participeront pas. Ceux qui participeront à l'opération, ce sera, on fera sur impôts.gouv, on mettra en ligne les organismes agréés qui participeront à l'opération. Votre fédération nous fera remonter ceux qui souhaitent participer à l'opération. Voyez-y vraiment une occasion d'attirer des futurs adhérents. Parce que là, vous allez toucher une clientèle, entre guillemets, de personnes qui n'ont pas, qui sont pas adhérents forcément, qui n'ont pas d'expert comptable et qui vont avoir besoin, bien que l'administration mette à disposition des outils en mode EFI pour leur permettre de faire les déclarations. Pour autant, c'est vrai que certaines personnes ne sauront pas faire ou préféreront avoir les conseils d'un professionnel. Didier de Paoli, une remarque et une question. Vous dites que rendre un service gratuit, ça va être l'occasion de capter une nouvelle clientèle et l'occasion de leur proposer d'autres services. Je fais remarquer quand même autres services qu'on n'aura plus, puisque les préconisations de la Cour des comptes sont également de supprimer les missions accessoires. On n'a pas dit. Alors attendez, c'est pas fait, monsieur. Tout à l'heure, j'ai dit on va s'interroger dans le cadre du groupe de travail sur ce maintien des missions annexes. Donc ne concluez pas avant. N'allons pas trop vite. Au passage, je me permets de faire remarquer, mais sans aucune agressivité, que quand nous avons voulu proposer de la formation à des non-adhérents, de façon à capter une nouvelle clientèle, l'administration fiscale a posé son veto. Nous n'avons jamais pu proposer des prestations à des non-adhérents. Donc aujourd'hui, quand ça arrange l'administration pour récupérer de la démat, on rend service aux non-adhérents. Et ce n'était pas le cas quand c'était dans notre intérêt. Encore une fois, sans agressivité. Non, mais sans agressivité, je dirais qu'il ne faut pas qu'on parte sur ces bases-là, monsieur. Sans agressivité. Sans agressivité. Je crois qu'on est des partenaires. Alors peut-être à l'époque, parce qu'effectivement, on a des textes. C'est toujours pareil, on a des textes. On a des textes qui font que, vous avez vu que d'ailleurs pour vous offrir cette possibilité, entre guillemets, on est obligé de prendre un texte, c'est-à-dire qu'on peut, voilà. Donc, ne regardons pas ce qui est fait dans le passé. Je crois que là, non mais attendez, monsieur, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde ensemble vers l'avenir. Peut-être à l'époque, ça vous a été refusé, je ne sais pas, et parce que les textes ne devaient pas le permettre. Mais très clairement, on fait bouger le texte. C'est pas une question que ça arrange l'administration. Je crois que dans ce cas-là, dans ce cadre-là, on est partenaire. Oui, voilà. Oui. Enfin, et je dirais que quand bien même ça arrangerait l'administration, je pense que ça arrange tout le monde. Oui, bien sûr. Et de ce fait, vous nous demandez de vous aider à avoir une clientèle. Oui. Donc c'est peut-être justement le moyen, tout en nous aidant, de pouvoir vous aider, c'est-à-dire de vous donner la possibilité d'avoir un nouveau marché, entre guillemets, et à vous de les convaincre de rester. Je suis d'accord et je trouve que c'est une ouverture et j'espère que cette possibilité de rendre des services à des non-adhérents sera ouverte sur d'autres produits. On en profitera. Mais si vous voulez, nous, dans nos campagnes, on a des problématiques purement alimentaires. On cherche à boucler des budgets. Et si vous voulez, le fait de rendre un service gratuitement, c'est vrai que ça... Bon, voilà. J'arrête le débat. Par contre, je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur le rapport de Cour des comptes. Je pense que là, ça pourrait être plus constructif. Vous avez parlé de renforcement des sanctions à l'égard des adhérents. À ce sujet-là, je trouverais relativement pertinent que l'administration fiscale, par les SIE, etc., nous avertisse des contrôles fiscaux et des redressements qui sont faits sur nos adhérents. De mauvaise foi ou de bonne foi. Alors, nous avons donné un consigne, justement. C'est vrai que ce matin, l'avocat qui était... Voilà, on a parlé. Nous avons donné des consignes il y a quelques mois parce qu'on s'est aperçu effectivement que les choses s'étaient un peu perdues. On a vu que ça ne vous revenait, enfin, ça ne vous remontait pas. Donc on a donné des consignes à notre réseau. Alors c'était quand, c'était en décembre, voilà, décembre 2013. De manière à ce que les choses se mettent en place. Et ce que l'on disait l'autre fois quand on est venu vous voir, vous nous disiez que
vous aviez reçu des bulletins d'information. Voilà. On a vraiment rappelé cette consigne qui s'était, il faut le dire, un peu perdue de vue. Donc on a fait le nécessaire, et si vous voyez qu'il n'y a rien qui remonte, vous nous le dites pour qu'on refasse une piqûre de rappel si besoin était. Oui. Tous les contrôles, c'est-à-dire ceux qui se finissent bien et ceux qui ne se finissent pas. Oui. Actuellement, on avait souvent les L166 sur les cas très religieux, très graves, mais on ne sait pas si on progresse si on n'a pas le résultat des autres contrôles qui, eux, n'ont abouti à rien et qui seraient pour nous assez intéressants de connaître. S'il n'y a pas de redressement, si vous voulez, bon là, vous n'avez rien. Oui. C'est dommage parce que c'est des gens qui sont rentrés dans le fait du contrôle fiscal, et nous, pour nous, sans en faire de publicité, c'est de se dire, au moins sur ceux-là qui sont chez eux, c'est intéressant. On va aller dans les deux. Oui, j'ai l'impression que ce rapport de la Cour des comptes va être l'occasion de remettre un peu, si je puis dire, une expression, les pendules à l'heure, et de permettre de retravailler sur d'autres bases, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il serait envisageable de retravailler sur d'autres bases? La gratuité pour les services et pour attirer les nouveaux, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas revoir l'interdiction qui nous a été faite tout récemment de facturer à des non-adhérents, en particulier y compris les collectivités territoriales? C'est vrai qu'on aurait, dans le cas des organismes agréés, l'occasion, pourquoi pas, de mener des observatoires de ville, de faire tout un tas de choses qu'on aurait envie justement de pouvoir facturer, ne serait-ce que pour avoir des moyens complémentaires. Et c'est vrai que l'ouverture des missions à des non-adhérents, je pense à la formation en particulier, quitte à faire pourquoi pas une structure annexe, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que moi je trouve que dans le cadre de la formation, si en plus ça devient une action facultative, on devrait pouvoir l'ouvrir à des non-adhérents qui paieraient peut-être un prix un peu différent. Enfin, je sais pas, il faut imaginer des choses. Mais ça nous permettrait de mieux remplir nos stages et de nous faire mieux connaître aussi à tous égards. Donc j'aimerais bien, moi, que cette occasion de rapport de la Cour des comptes et de travail permette de revoir, de revisiter un peu les choses. Et tant que j'y suis, que les formations gratuites, on peut aussi avoir un peu d'inventivité et d'innovation, une formation gratuite n'en devient pas pour le moins, ne perd pas le caractère de formation continue. Ça m'a toujours choqué extrêmement. J'ai trouvé ça une aberration et j'aimerais qu'on arrive à réfléchir maintenant sur tous les niveaux. Merci. De toute façon, très clairement, dans le cadre du groupe de travail que nous allons mettre en place, nous allons rebalayer un certain nombre de choses. Bien sûr, on va partir des préconisations de la Cour, d'étendre vos missions, mais ça va être l'occasion de rebalayer la charte des bonnes pratiques, qui a déjà quelques années maintenant, qui est de 2008 de mémoire, donc elle a 6 ans, donc on voit bien que même si on n'avait pas eu le rapport de la Cour des comptes, je vais vous dire, nous on avait envisagé de faire un bilan et de rebalayer la charte des bonnes pratiques, donc de toute façon on va le faire. Moi, ce que je pense, c'est que, comme vous le disiez, vous allez être au groupe de travail, vous allez pouvoir nous faire remonter des choses. Hein. Bon, après, je ne vous dis pas que tout sera retenu, mais effectivement, il faut réfléchir, et puis il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées qui pourront sans doute prospérer. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter les idées. Bon, il y aura des débats, ce sera sûrement très animé, mais c'est la richesse. C'est la richesse de l'échange et pour essayer d'en sortir des choses un peu intelligentes, comme on dit, quoi. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, c'était simplement pour aborder le sujet du double regard dont vous parliez tout à l'heure, hein, de la nécessité pour l'opportunité fiscale de l'entreprise. Moi, j'ai constaté que les règles du jeu étaient un petit peu éparses ou différentes ou distinctes entre les différents centres. Est-ce que c'est pour aussi le bon moment pour essayer de rétablir un fonctionnement un petit peu homogène entre les centres qui sont dans un contexte de pluralité et de lien avec leurs administrateurs, je dirais relativement sains, dans lequel le double regard s'impose par définition, et d'autres centres de gestion auxquels je pense qu'ils sont quelque part par là possédés, entre guillemets, par un certain nombre d'administrateurs limités, dont les adhérents de ces centres de gestion sont exclusivement les clients de ces mêmes administrateurs, qui fonctionnent sur la base de rétrocession affichée ou non affichée. Donc ceci crée un certain nombre de distorsions au niveau du fonctionnement des centres. Enfin, moi-même, je suis régulièrement attaqué par des centres de gestion qui dépendent, entre guillemets, de grosses structures nationales d'experts comptables,
qui, pour inciter à la radiation et au transfert de centres, d'adhérents vers d'autres centres, mettre en place des incitations financières. Donc est-ce que là aussi, je parle de conflit d'intérêts, évidemment, bien entendu. Est-ce qu'il y a une réflexion qui va s'entamer sur ce problème? La Cour des comptes, si tu lis le rapport de la Cour des comptes, il y a un bon volume qui est justement consacré à l'indépendance des centres de gestion et justement de l'adhésion qui est liée. Il propose même une durée de 3 ans d'adhésion. Je crois qu'effectivement, ce sera l'occasion de clarifier un certain nombre de choses. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, les organismes agréés, ils ont quand même maintenant 40 ans, et au fil des ans, il y a des choses qui se sont installées, des habitudes, des relations. Donc voilà, donc je crois qu'effectivement, avec ces nouvelles missions, ça sera l'occasion de mettre, je ne dis pas de l'ordre, mais de clarifier et de faire en sorte que les choses fonctionnent à peu près de la même façon partout. Voilà. Après, il ne faut pas être trop rigide, mais en fait, de clarifier peut-être, je crois que c'est le terme qui est dans le rapport, de clarifier un certain nombre de choses et de relations que vous avez avec les experts comptables ou avec d'autres. Voilà. C'est pas de dire... ce que je voudrais vous dire, c'est que ce rapport, il met le doigt sur quelques difficultés, il faut vraiment le prendre comme l'occasion de dire, voilà, ils ont pointé du doigt certains problèmes, il y a du vrai, il y a des choses qu'on peut ne pas partager, mais pour nous, c'est un déclic. Pour nous, collectivement, c'est un déclic. Et vous voyez, quand on discute, voilà, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui se sont mises en place, installées, voilà, au fil du temps. La difficulté, c'est qu'après, quand on est dans le travail, on est un peu la tête dans le guidon et on essaie de faire tourner sa boutique et on ne prend plus le temps de prendre un peu la hauteur qui va bien pour réfléchir. On en est tous là, et vous en êtes tous là en tant que directeur, comme on me disait ce matin, il faut prendre les bonnes décisions, mais prendre les bonnes décisions, c'est pas toujours simple parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Donc ça va nous donner l'occasion, ensemble, de sortir un peu, de nous extraire de ce quotidien qui nous alourdit au quotidien, et puis de réfléchir et de mettre en place, j'ai pas peur de le dire, des choses intelligentes. Voilà. Madame Mangas. Oui, mais j'avais le micro d'abord. Voilà. Mais je le prêterai après. Je voulais, si vous le voulez bien, donner quelques éléments. D'une part, j'ai relevé ce que je qualifierais de manière un tout petit peu provocatrice peut-être, de mots doux à notre égard. Alors je vais jouer mon Calimero. Sachez que nous avons toujours beaucoup aimé l'administration fiscale, comme nous avons toujours beaucoup aimé les experts comptables, et nous avons souvent eu le cas que notre relation présentait un caractère un tout petit peu unilatéral. Donc je suis tout à fait heureux de constater que c'est complètement et pleinement partagé. Vous m'avez fait plaisir, Madame Mangas. Le deuxième point que je voulais vous indiquer, c'est que au-delà d'aller favoriser des adhésions par des biais qui sont tout à fait sympathiques, il y en a quand même quelques-uns qu'on connaît depuis fort longtemps, qui ne coûteraient absolument pas un denier aux caisses de l'État, comme par exemple de maintenir le taux réduit des petites sociétés IS au travers de l'adhésion. Et si la qualité de nos travaux est telle qu'elle vaut que vous nous ayez défendu, cela vaut peut-être d'élargir la base de ces adhérents. Le troisième point que je voulais vous indiquer également, c'est que ce qu'on qualifie aujourd'hui d'activité accessoire, si on refait un peu d'histoire, à la base on faisait beaucoup d'assistance à la gestion, et puis on avait dans un deuxième temps une dimension fiscale. Puis cette dimension fiscale a prévalu au fil du temps, sans avoir quoi que ce soit à renier. Je crois que les centres ont vraiment pleinement pris une forme d'envergure dans cette dimension fiscale, et avec ce CRM qui vient aujourd'hui conclure légitimement nos travaux et qui fait que nous engageons notre responsabilité professionnelle sur ce que nous faisions déjà depuis 30 ans. Donc je veux dire, je trouve que ce cycle trouve pleinement sa place. Par contre, si nous n'étions plus que ça, c'est-à-dire que si notre rôle était essentiellement, voire exclusivement,
dans ce rôle fiscal, nous y perdrions sans doute beaucoup de ce qui fait la qualité de nos travaux aujourd'hui, de ce qui fait la qualité de nos relations avec l'environnement, avec les experts comptables, avec l'ensemble de l'environnement économique. C'est-à-dire que nous sommes les gens qui font de l'assistance à la gestion, de la formation, qui produisent des données économiques et financières à caractère statistique, et également avec un rôle fiscal. Mais avec également un rôle fiscal. Si vous nous faites endosser un rôle qui s'approche beaucoup du vôtre, et certes nous avons des métiers qui sont assez proches, nous ne pourrons plus servir d'intermédiaire avec la même pertinence, puisque nous n'aurons plus le même positionnement entre le chef d'entreprise, l'expert comptable et l'administration. Je trouve que cela serait vraiment dommage. C'est important de faire valoir ces éléments. Après, on verra comment on les fait prospérer. Oui. Ben, si, écoute, là, un peu on n'évite pas le danger. Je ne vais pas revenir, j'ai promis à Madame Saray de ne pas revenir sur les... elle sait que je suis toujours sage. De ne pas revenir sur les effets pervers et de la gratuité, du point de vue juridique notamment. Puis en plus, je partage assez les objectifs, donc je ne vais pas parler de ça. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu sur la relation de confiance qui était la base des relations entre l'adhérent, qui est aussi notre client, l'expert comptable et le centre de gestion. Je trouve que ça serait quand même une grosse perte d'arriver à briser cette relation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, j'ai été très étonné. J'étais resté plutôt sur la croyance que les adhérents des centres de gestion avaient des redressements fiscaux quand même nettement moins importants que les non-adhérents. Et j'aurais voulu savoir si vous avez une cartographie entre ce qui procède vraiment d'une distraction de la base fiscale, hein, la fraude, si on peut la qualifier comme ça, ou ce qui est de problèmes de séparation des exercices ou de mauvaises interprétations de textes parfois assez compliqués. Si vous voulez, les chiffres qui ont été examinés par la Cour montrent que effectivement les droits rappelés, les pénalités sont moins élevées quand il y a quand on a affaire à un contribuable adhérent. En revanche, c'est le taux de rectification qui est à peu près identique, qu'il s'agisse d'un adhérent ou d'un non-adhérent. Le taux de rectification, c'est-à-dire la proportion d'erreurs ou de fraudes constatées entre adhérents et non-adhérents. Cette proportion-là est quasiment identique. Alors, en euros ou en nombre d'événements? C'est sans doute... C'est sans doute un peu la limite de l'exercice. Mais pour autant, si vous voulez, pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, cette situation fait que aujourd'hui, en l'état actuel, on ne peut pas dire, quand nos collègues font de la programmation du contrôle fiscal, aujourd'hui, on ne peut pas dire il est adhérent d'un organisme agréé, donc dans ma grille d'analyse de risque, la cotation, elle est de 1. Si on dit je vérifie si c'est supérieur à 5, par exemple, on va dire elle est de 1. Aujourd'hui, on dit j'ai autant de chances, enfin il y a autant de proportions de trouver des redressements dans un adhérent ou un non-adhérent, donc dans ma grille d'analyse de risque, je ne peux pas le coter très fortement, c'est-à-dire que je ne peux pas dire celui-là je ne le vérifierai pas ou je le vérifierai moins souvent, même si effectivement dans les chiffres de mémoire il ressortait qu'il y avait quand même moins de contrôle sur les adhérents que sur les non-adhérents. Mais si vous voulez, c'est cette proportion qui nous chagrine, voilà, et qui nous chagrine collectivement.
Oui, mais attends, j'avais pas fini. En tout état de cause, je ne pense pas que ce soit l'examen des liasses fiscales, s'il y a des problèmes de cut-off, des pièces comptables, pardon, s'il y a des problèmes de cut-off ou de mauvaise interprétation des textes ou du chiffre d'affaires qui n'existe pas. Je ne vois pas bien en quoi le fait d'examiner les pièces comptables va donner des informations complémentaires. Là, franchement, je ne suis pas bien au propre avec ça. Vous voulez l'idée, hein, bon, encore une fois, on ne va pas faire le groupe de travail aujourd'hui, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir un regard sur des pièces justificatives de recettes ou de dépenses qui sont produites à l'appui de la comptabilité, selon une méthodologie. Alors encore une fois, il n'est pas question de que vous regardiez tout, il faudra définir ensemble la méthode, l'échantillon. On intégrera sans doute dans la méthodologie le fait que l'adhérent a un professionnel de l'expertise comptable ou n'en a pas, parce que ça c'est important. On verra, si vous voulez, cette méthodologie, et l'idée ce serait de dire, je contrôle ces pièces, je les contrôle au fond, et j'en tire les conséquences qui vont bien. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'est le plus novateur, c'est que jusqu'à présent, vos travaux étaient des travaux de cohérence, de contrôle de cohérence et de concordance. Là, on va aller, selon une méthodologie à définir, sur le fond. Alors, je vais jusqu'au bout de mon idée. Ça me semble vraiment être le truc qui ne va rien changer en termes de sincérité fiscale et où on va pouvoir dire dans 2 ans, les centres de gestion ont regardé les pièces comptables et ça n'a rien donné du tout en termes de résultats. Bah, écoutez, on verra le bilan, mais moi ce que j'ai constaté pour avoir visité un organisme agréé il y a quelques jours, c'est que la dame que nous avons rencontrée, l'analyste que nous avons rencontrée, nous a dit que souvent elle voyait des problèmes, souvent elle voyait parfois des problèmes sur les dossiers, et moi je vais vous dire, j'ai senti chez cette dame un peu de frustration parce qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle disait, je vois un problème, je vois qu'il y a une difficulté sur le taux de marge, je vois, et je ne peux pas aller plus loin. Pardon? Non, mais elle ne va pas plus loin parce qu'elle n'a pas allé plus loin aujourd'hui. Je ne sais pas critique, hein, je dis elle ne va pas plus loin parce qu'elle n'a pas allé plus loin, mais on a senti chez cette dame un peu de frustration. Vous êtes tous dans la salle, vous êtes d'accord qu'il y a toujours des réponses parfois sur lesquelles vous vous basez, vous dites bon, d'accord, voilà, vous n'avez pas de preuves. Voilà. Et là, il serait nécessaire, pour confirmer, pour les ensembles de Mangas, de démontrer que la réponse est bien justifiée par un document. Un apport financier par un chef d'entreprise, par exemple, qui fait ça successivement pendant 3 années de suite, à un moment donné, on pourrait lui poser des questions, justifiez-nous par un virement, par un moyen quelconque, qu'il y a bien eu un apport qui provient d'un compte épargne, par exemple. Alors, des pièces comptables de ce type-là, on peut en avoir plusieurs. Ah, mais peu importe, mais ça c'est pas important, ça. Il y a quand même un moyen de prouver que ça y a un virement, il y a un apport lié à une succession, il y a des pièces en général, des justificatives. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, alors, l'autre question, pour parler d'autre chose, j'ai cru comprendre, qui est beaucoup plus systémique, j'ai cru comprendre que dans le cadre du rapport Grand-Guillaume, le paysage allait s'apprêter à changer considérablement et que le IRL serait le cadre privilégié de la petite entreprise. Avec le IRL, pas le URL. Avec bien souvent, pour des raisons qu'on imagine bien, une option à l'IS. Dans ce cadre-là, est-ce que le rapport de la Cour des comptes n'est pas déjà complètement obsolète et est-ce que il ne faudrait pas d'ores et déjà revisiter les diligences des centres de gestion à l'aune de cette modification, si elle arrive? Et je rejoins d'ailleurs à cet égard ce que tu disais tout de suite sur les 15%, pour être l'occasion de marier les deux problèmes. Est-ce que c'est pas, si on veut vraiment regarder devant, le problème numéro 1? Écoutez, on verra comment vont évoluer les choses sur ce sujet-là. Il faudra peut-être en tirer des conséquences. Hein. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est clair que si ce rapport, si les suites de ce rapport prospèrent, eh bien, il faudra voir quelles conséquences on en tire. Alors, il me semble, pour des anciens qui sont dans la salle, c'est un nom qui va rappeler quelque chose, qu'il y avait eu un que sais-je écrit par M. Bovigny. Donc, ça commence à dater, c'est un peu ancien, où il était marqué qu'il y avait entre les contribuables de centres de gestion et ceux hors de centres de gestion
Alors je ne suis pas sûre de l'ordre, qu'il y avait 2 fois moins de contrôle et que le montant des redressements était 3 fois moins important. Alors je ne sais pas si c'était 3 fois moins important et 2 fois moins, ou dans quel sens. Donc bon, c'était des statistiques qui datent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a remarqué, nous, alors après, et je pense qu'effectivement, il y a un partenariat qui doit être renforcé. Je vais prendre juste un exemple pour répondre aussi à ce 2 fois moins important ou 3 fois moins. On reçoit des liasses fiscales dans lesquelles le numéro d'adhérent, le numéro de centre est rempli. Pour autant, l'adhérent peut avoir été radié du centre ou l'adhérent peut n'être adhérent que pour l'année d'après, parce que quand il nous a envoyé son bulletin d'adhésion, il nous l'a envoyé trop tard. Donc nous, on reçoit cette liasse, on prévient l'expert comptable qu'il doit déposer une liasse rectificative dans la mesure où, pour l'exercice en question, il n'est plus adhérent. Donc, quid est-ce que l'administration s'appuie sur ces travaux, et après, est-ce qu'on peut s'appuyer sur les travaux mutuellement pour refaire l'étude du nombre de contribuables adhérents, non adhérents, redressés, pas redressés, et sur les différences de montant. Écoutez, encore une fois, bon, on ne va pas faire une bataille de chiffres. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, si on avance ensemble sur les missions que l'on vous confie, moi, si vous voulez, j'ai l'impression que vous êtes un peu au milieu du gué, aujourd'hui. Voilà. Donc, il va falloir passer de l'autre côté, il va falloir travailler ensemble. Moi, ce que nous espérons, quand je dis moi, c'est la DGFiP, ce que nous espérons, c'est que dans quelques années, on puisse se dire que quand une entreprise est adhérente d'un organisme agréé, l'administration fiscale sait que si elle va contrôler cet adhérent, ses chances de trouver quelque chose sont quasi nulles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est non seulement pas le cas, mais vous l'avez relevé aussi, la Cour le dit, et moi je peux vous le dire pour avoir vu ça dans une autre vie, dans le cadre d'un autre poste que j'avais, il y a des adhérents qui vont au pénal, parce qu'on relève chez eux des anomalies. Mais encore une fois, moi je comprends qu'aujourd'hui, avec votre périmètre d'intervention, dans certains cas, ce n'est pas aisé de trouver où ça dysfonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on peut se dire, oui, mais alors à quoi ça sert? Enfin, vous voyez, c'est ça le problème. À quoi ça sert si l'organisme agréé par ses missions ne peut pas détecter les anomalies? Donc ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Parce que dans quelques années, c'est ça. Le but, c'est ça. Alors je ne sais pas combien de temps on mettra pour y arriver. Mais le but, c'est ça. C'est que demain, après-demain, et demain, parce qu'on va quand même assez aller vite. Hein. Moi, je vais vous dire, on n'a pas parlé de calendrier, parce qu'il faudra le définir ensemble, mais on va quand même aller vite. Alors on a, selon les choses que l'on va mettre en place, selon les mesures que l'on va adopter, on aura de la loi, du décret, enfin on aura quand même un peu de passage juridique, hein, on aura quelques écrits juridiques à faire, mais ce que nous souhaitons, c'est aller vite. Dans le respect quand même de la faisabilité des choses. Hein. On sait qu'il faut quand même que vous vous mettiez en situation. Encore une fois, l'idée c'est que demain, ou après-demain, et plutôt demain, on puisse se dire, voilà, il est adhérent, l'organisme agréé a fait le travail qu'il devait faire, et nous savons, nous, que si on va le vérifier, parce que ça n'empêchera pas qu'on aille un jour ou l'autre le vérifier, hein, c'est pas parce qu'ils seront adhérents d'un organisme agréé que ce sera exclusif de tout contrôle, mais se dire, ben, on va y aller, mais bon, on sait que normalement, on va rien trouver. Parce que ce qui a choqué la Cour aujourd'hui, c'est que quand elle a regardé certaines choses, certains dossiers, elle s'est dit, oui, mais attendez, mais il y a des anomalies significatives. C'est pas normal. En même temps, on sait bien que compte tenu de vos missions, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc on voit bien le paradoxe. Donc le paradoxe, il faut le lever. Il faut lever toute ambiguïté. Il faut que... C'est pour ça que je vous disais, il faut renforcer votre rôle, c'est que il faut que, quelque part, on puisse se dire, pour la collectivité, il y a un coût avantage. Parce qu'il y a un coût quand même. Hein. Bon, 4 milliards, c'est pas rien. Nous, comme je vous le disais, on est favorable au maintien de la non-majoration de revenus. Mais ça a un coût. Et vous le savez, comme je vous le disais, il y a des bons esprits qui disent, mais attendez, 4 milliards, et c'est quoi l'avantage derrière pour la collectivité ?
Ben, l'avantage derrière pour la collectivité, il faut que maintenant, il y en ait un. Voilà. Donc on va se mettre collectivement en situation de faire en sorte de faire un rééquilibrage, si je puis dire, entre le coût et le service rendu. Est-ce qu'il va y avoir un risque définitif que les experts comptables souhaitent obtenir le visa fiscal pour eux-mêmes? Et du coup, je dirais l'élargissement de nos propres missions entraîne une augmentation de la demande de visa et par là même donc la baisse de il faudra veiller au respect des équilibres. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire comment aujourd'hui, hein, mais il faudra qu'on veille au respect des équilibres. Voilà. Oui, il y a une proposition. Vous avez vu que pour le visa fiscal, il est prévu qu'il y ait le compte-rendu de mission, qu'ils aient les mêmes missions que les organismes agréés. Il y aura des équilibres à trouver. Il y aura des équilibres à trouver. Sylvie, tout à l'heure, parlait des anciens, j'ajoute même des très anciens, puisque j'en fais partie. Je ne peux vraiment, et je le dis très très sincèrement, que me féliciter du discours que vous avez eu tout à l'heure sur cet appel au travail ensemble, parce que c'est un discours qui est novateur. Et trop souvent, on a eu des fois à se plaindre justement d'avoir un discours unilatéral de l'administration qui nous tombait dessus, et après nous ayant après un discours récriminatoire, si je peux me permettre l'expression. Donc je trouve que l'idée de travailler ensemble est parfaite, l'idée d'aller vite est parfaite, et je le dis parce que j'ai été à l'époque confronté avec les difficultés d'existence même, le péril d'existence des centres de gestion. C'est une opportunité effectivement assez extraordinaire pour les jeunes de se dire quand même, là, il y a un paysage qui est dégagé, et il va y avoir du travail qui s'ouvre, etc. Donc je trouve que ne pas aller dans ce sens-là serait suicidaire, au sens propre du terme. Une toute petite remarque, quand même, c'est quand vous dites ça coûte, et c'est bien prédit dans les 4 milliards, n'oublions pas qu'en regard, quand même, la suppression coûterait beaucoup plus cher, et ils le reconnaissent d'ailleurs dans la Cour des comptes. Non, mais c'est parce que je le dis simplement là-dessus en passant. Mais autrement, franchement, je trouve que la démarche est bien. Vous avez répondu, j'avais une question sur celle du calendrier, mais vous avez répondu, donc c'est le côté vite. Je rejoins aussi quand même mon voisin sur le, j'allais dire pour une fois, sur le côté des travaux Grand Guillaume. Parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas les tenir à l'écart pendant les travaux qui seront faits. Voilà, en tout cas, je voulais vous dire que pour moi, je suis très heureux de vous avoir entendu dire ce discours-là. Et comme je n'ai pas toujours été aussi élogieux, je voulais que ça soit dit. Voilà. Juste, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez qu'il y a ce cap à passer, mais derrière ce cap, il peut y avoir d'autres ouvertures. Vous avez tous entendu parler de la relation de confiance qu'il y a actuellement. L'administration travaille sur la relation de confiance. Hein. Bon, en cela, bon, c'est un peu de benchmark qu'on a fait dans d'autres pays. Je veux dire, pourquoi pas, alors là, je ne vais pas m'engager, hein, mais pourquoi pas, plus tard, la relation de confiance pour les organismes agréés. Mais ça, c'est possible que si la première étape est passée dans de bonnes conditions. Donc c'est ça, vous voyez, il faut voir vers l'avenir. Voilà. Donc ça, ça peut être la première étape. Il y a un nouvel adhérent qui veut encore poser une question. Non. Non, je voudrais faire deux remarques. Je voudrais donner des éléments de réponse au monsieur derrière moi qui a évoqué le visa fiscal et les experts comptables. Je crois qu'il y a moins de 1000 experts comptables qui ont pris le visa fiscal. Même peut-être moins de 100, oui. Il y a des raisons extrêmement précises. La première, c'est le délai de prescription. Puisque la réduction du délai de prescription n'est acquise que pour les adhérents des centres de gestion et pas pour les clients des cabinets. Et puis, il y a aussi justement, alors là on retrouve cette fameuse relation de confiance, il y a aussi pour beaucoup de cabinets l'intérêt stratégique de rester dans un rôle de conseil, tout en respectant votre prestation de serment, de faire respecter la loi, etc. Mais de ne pas mélanger les genres et de rester vis-à-vis de nos clients dans un rôle de conseil, avec un centre de gestion qui, derrière, fait un travail qui n'est pas un travail de conseil, mais qui est un travail de validation, de contrôle,
qui est parfois mal vécu par certains experts comptables, mais qui, depuis plus de 30 ans, s'est parfaitement bien déroulé. Et j'insiste encore une fois sur cette relation de confiance et sur cette dichotomie qu'il y avait jusqu'à maintenant entre le travail de l'expert comptable, l'intérêt stratégique de l'expert comptable à aller vers des terrains qui étaient plus vers le conseil que vers le pré-contrôle fiscal, évidemment, en laissant cette prérogative au centre de gestion. Puis entre nous, c'était aussi bien confortable de pouvoir dire à nos clients que de toute façon, il y avait quand même quelqu'un qui regardait derrière et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi et que ci et que ça. Tout ça crée un équilibre. Alors, il est bien certain qu'à partir du moment où les centres de gestion iraient de plus en plus vers le conseil, vers l'examen de pièces comptables, vers globalement des choses que nous faisons dans les cabinets, toutes les choses étant comprises dans leur contraire, ça peut aussi favoriser à un moment donné un équilibre différent. Et finalement, nos clients vont venir nous dire, écoutez, finalement, si les centres de gestion font pareil que vous, prenez donc le visa, c'est pas la peine qu'on regarde 2 fois les pièces comptables. C'est vrai que c'est bon. Je trouve que les frontières sont de moins en moins lisibles. Alors, je voulais aussi vous faire une autre remarque. J'en parlais également tout à l'heure en aparté avec Madame Sarraille. On ne parle que de fiscalité. Alors, je vais vous faire une remarque pour une fois, mais alors purement terrain. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, pour l'entrepreneur de base, les préoccupations fiscales sont moins importantes que les préoccupations de RSI. C'est véritablement le RSI, moins tant dans le montant, parce qu'on sait tous que ça coûte moins cher que le régime général de la sécurité sociale, mais dans la lisibilité et les régularisations, c'est quelque chose que je pense que quand on n'a pas régulièrement des clients, des petits entrepreneurs en face de soi, on n'arrive pas à imaginer le côté vraiment, mais extrêmement traumatisant du RSI. Et je vous prends le pari, je vous affirme que si on arrivait à plus de transparence, plus de lisibilité sur le RSI, par exemple, en le calquant sur les prélèvements avec une liquidation qui soit régulière, hein, trimestrielle ou semestrielle, on aurait par là même une sincérité bien plus importante dans les comptes, parce que je vous assure que la préoccupation fiscale, mais je ne veux pas dire que c'est le dernier des soucis de nos clients, mais les questions aujourd'hui des clients et des entrepreneurs qui n'y arrivent pas, qui ont du mal, c'est comment je peux faire pour baisser le RSI. C'est pas comment je peux faire pour payer moins de TVA ou baisser la note fiscale. Je ne me souviens pas du dernier qui m'a posé cette question. Le RSI, c'est tous les jours. Merci. Je vais rebondir tout de suite sur ce qu'a dit monsieur en ce qui concerne les cotisations sociales. Moi, je l'aurais vu un petit peu différemment, même si c'est dans le même esprit. Et il me semble que le grand succès de l'auto-entrepreneur et du micro-social, ça a été effectivement d'appeler les cotisations dès lors que les sommes étaient encaissées. Et donc, on pourrait faire un système relativement simple, basé sur le chiffre d'affaires encaissé pour le coup. Parce que quand la personne a encaissé son chiffre d'affaires, elle est capable éventuellement d'avoir un peu de trésorerie pour payer un acompte de cotisation sociale. Donc ce serait finalement de calquer le régime du réel sur les avantages qui ont été connus au niveau de l'auto-entrepreneur, même si tout n'est pas parfait à mon avis. Mais sur l'aspect social, il me semble que c'est une bonne idée. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait qu'il est envisagé, si j'ai bien compris, qu'un expert comptable pourrait prendre un visa fiscal et qu'il ait un compte-rendu de mission à faire. Et là, je trouve qu'il y a quelque part un délire de parano. Je ne vois pas comment un expert comptable qui a arrêté les comptes peut faire un compte-rendu de mission en disant « Attention, je vais vous faire un CRM à 5 ou à 6 et il faudra faire une rectificative. » Non, mais il y a quand même un problème. On pourrait faire un sketch à la Bigard ou à la je sais pas quoi. Hein. Là, c'est un peu bizarre. Il me semble. Alors, ne le dites pas, mais je suis assez d'accord. C'est pas de la parano, c'est de la schizophrénie. Mais ça dure depuis. Alors, on a au Conseil Sup ces conversations-là depuis des années, notamment en commission des normes. Et alors, je suis complètement d'accord et je fais partie de ceux qui sont absolument pas d'accord pour que l'expert comptable porte une opinion sur le boulot qu'il a lui-même fait.
Et moi, je suis favorable à des attestations de diligence, en disant voilà, la mission de présentation, c'est ça, et j'ai fait une mission de présentation, et au terme de cette mission, j'ai pas trouvé d'incident. Mais donner, ni plus ni moins qu'une opinion sur les comptes qu'on a fait nous-mêmes, ça relève de la schizophrénie. Je suis assez d'accord avec ça. D'autant que... Alors, pour tout vous dire, dans mon cabinet, je n'ai jamais fait, puisque l'attestation est une obligation liée à la mission de présentation, il y a beaucoup de cabinets en France, et pas des moindres, qui ne font pas de mission de présentation, mais qui font des missions selon les procédures convenues, justement pour éviter d'avoir à délivrer ce compte-rendu d'une mission qui est complètement idiot. Je ne citerai pas les noms, mais il y a vraiment des cabinets extrêmement importants qui refusent de faire la mission de présentation. Ils font exactement la même chose, mais dans un autre cadre juridique. Donc on voit bien que ça ne va pas. Je suis complètement d'accord avec ça. Et pour ma part, dans mon cabinet, je n'ai jamais fait d'attestation quand j'étais pas d'accord avec la manière d'arrêter les comptes. Je disais à mon client, on va se dire au revoir maintenant, gentiment, et vous allez finir votre bilan avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas signer des comptes en écrivant que je ne suis pas d'accord. Ça n'existe pas. Et c'est ce que je relevais ce matin, quand par hasard, ça arrive qu'un expert comptable fasse une attestation qui ne soit pas une attestation positive, le centre de gestion n'en a pas seulement connaissance. Donc, quand on veut parler de sincérité des comptes et puis du boulot du centre de gestion, qu'on leur donne déjà les attestations des experts comptables et puis les annexes des comptes, si on veut, avant les pièces comptables qui sont déjà, de toute façon, qui passent déjà dans les mains du comptable de l'entreprise ou de l'expert comptable, etc. À mon avis, les risques, ils ne sont pas du tout là. Mais qu'on ne donne pas les attestations, qu'on ne donne pas les annexes, je ne vois pas après comment on peut s'étonner que le centre de gestion ne fasse pas forcément toujours le boulot pour lequel il est attendu. Hein. Moi, je vais revenir un petit peu parce que je fais partie des anciens comme Philippe. En 1976, je me souviens que je m'étais fait tirer les oreilles par quelqu'un qui s'appelait Georges Lequesne, le président du Conseil régional de Paris, parce que j'avais dit une phrase qu'aujourd'hui René Ricol reprend à son compte. L'organisme agréé, c'est le commissaire aux comptes de la TPE. Et effectivement, on ne peut pas être juge et partie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même contrôler ce qu'on a fait, sinon le contrôle n'existe pas. Donc, les deux Philippe étant côte à côte, je suis tout à fait de leur avis. Je rejoins également ce qui a été dit sur l'autre colonne là-bas, c'est qu'il faut qu'on se souvienne de notre ADN. Et pour prendre l'apéritif une fois par an avec l'ancien patron de l'Imagrin qui me parle toujours des organismes génétiquement modifiés, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce panneau. La France lutte énergiquement avec Bruxelles contre les organismes génétiquement modifiés. Moi, je crois qu'il faut que les organismes de gestion agréés restent des organismes de gestion agréés. Qu'on ait à donner à nos adhérents une sécurité fiscale plus grande dans l'objet de la sincérité fiscale, dans l'objet du civisme de ce pays, me paraît légitime. Et donc, réfléchir ensemble à améliorer notre périmètre d'investigation me paraît extraordinaire. Et c'est dommage que ça n'ait pas été fait plus tôt. Moi, je dis toujours à mes clients, je paye mes impôts, j'attends de vous que vous en fassiez de même, et je vais vous y aider. En général, ce que je leur apporte, c'est la sécurité. Après, contrairement à ce que prévoyait la loi de finances et qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, l'optimisation fiscale, quand elle est légale, n'est pas interdite, par définition. Donc le rôle de conseil de l'expert comptable, il faut qu'il puisse s'exercer en toute indépendance, et par conséquent, il ne faut pas que les genres soient mélangés. Souvenons-nous que la réduction du délai de prescription était liée justement au visa fiscal. Et moi, à chaque fois que je vois le président du Conseil supérieur, je lui dis, si demain le délai de prescription venait à sauter, les 2 ans, c'est ce que rêve la direction du service fiscal, qu'elle reprenne ses 3 ans au lieu de 2, supprimons le visa fiscal. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de confrères qui seront malheureux pour autant. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on voit les CER ou quand on voit fiducial, on peut être ému. Il y a autre chose qui n'a pas été dit aujourd'hui, c'est quand on voit des cotisations, et c'est cité dans le rapport de la Cour des comptes, qui vont de 75 € à 942 € hors taxe, si ma mémoire est bonne, c'est quand même quelque chose qui doit cacher des situations différentes. Donc il faut qu'on en discute entre nous. Je sais que la publication du niveau de la cotisation sur un site internet me paraît être peut-être une avancée, mais pas vraiment. Pourquoi ? Parce que
l'adhérent qui ne recherche que la non-majoration de 25% est tenté naturellement, c'est un réflexe humain, d'aller acheter au moins cher possible, surtout par les temps qui courent. Donc si on veut continuer d'être des centres de gestion, il ne faut pas qu'on renonce aux missions annexes. Si on renonçait aux missions annexes, je vous en informe, peut-être qu'on n'en a pas parlé entre nous encore, mais on aurait, nous, organismes de gestion agréés, beaucoup plus de mal à recruter des collaborateurs. Nos collaborateurs viennent vers nous parce qu'on est multiservice. On fait de l'information, on fait de la formation, on fait des statistiques, on fait de l'analyse économique, et c'est grâce à cette palette de services destinés à nos adhérents, mais destinés aussi au monde qui nous entoure. Quand on publie à la Fédération des centres ou à l'INASA les statistiques, il y a des journalistes dans la salle, ça intéresse du monde. Quand on veut les retrouver, ces statistiques, au niveau de jedéclare.com, c'est quand même que ça a une utilité. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se coupe les pattes sur un certain nombre de sujets qui étaient importants, à la fois pour nous-mêmes, pour trouver des collaborateurs qui nous soient fidèles et qui ne veulent pas faire que du contrôle fiscal. Sinon, ils n'auraient pas fait les études qu'ils ont faites. Donc je crois que c'est important de maintenir les missions dites annexes par la Cour des comptes. Et puis, dernier point qui me vient à l'idée, c'est l'histoire des 4 milliards. Pardonnez-moi, je vais appeler ça comme ça. On se souvient tous ici de la réforme du barème de l'impôt faite par Villepin. Si demain, on reparlait des 4 milliards, j'en serais personnellement choqué pour la raison suivante. On n'a fait que donner aux adhérents des organismes agréés qui jouaient la sincérité la même situation que les salariés. Alors, si demain, on majore les indépendants, il va falloir majorer les salariés. C'est-à-dire qu'il faut réécrire le barème de l'impôt. Peut-être qu'on va s'y employer pour d'autres raisons. Il y a les 2000 milliards, il y a le mur. Mais si vous voulez, le fait d'avoir besoin d'argent ne justifie pas ce dont on parle ici, quoi. Ce dont on parle ici, c'est la transparence fiscale, c'est l'exercice citoyen de nos missions, mais c'est aussi le service rendu à nos adhérents. Et pour terminer, je nous rappellerai à tous, parce que peut-être certains de nous l'oublieraient, que nous sommes sous la forme associative, c'est-à-dire que nos adhérents, spontanément ou sur incitation de leur expert comptable, viennent vers nous pour trouver un certain nombre de services. Si demain on leur disait « vous n'avez qu'une prévention fiscale et rien d'autre », c'est-à-dire les 25% et rien d'autre, je ne sais pas s'ils viendraient aussi nombreux. Et pour conclure, j'adhère complètement aux propos de l'EIRL. Je crois que la réforme de l'EIRL devrait pratiquement nous tenir la plume levée, ce qui ne nous empêche pas de travailler quand même, hein, et de réfléchir ensemble au périmètre d'investigation, mais le statut de l'EIRL, s'il passe, avec l'impôt à 15%, devrait être associé peut-être à l'obligation d'avoir un tiers de confiance qui valide l'assiette qui a supporté les 15% et qui sera distribuable demain avec un crédit d'impôt. Si toutes les entreprises individuelles de ce pays, y compris les micros, étaient incitées à adhérer dans les organismes agréés, peut-être qu'il y aurait une grande avancée. Et puis dernier point, c'est celui qui me chatouille toujours, c'est... Tu fais combien de conclusions Aujourd'hui, je circule avec une voiture de prêt de mon concessionnaire Citroën. Alors, je regarde les cylindrées qui me doublent sur l'autoroute. Et quand je vois certains de mes clients ou certains de nos adhérents venir à l'organisme agréé ou au cabinet, en Porsche Cayenne, avec la déclaration que je connais les concernant, je suis ému. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle un peu entre nous et que l'administration fiscale nous dise comment faire pour nettoyer nos lunettes. Voilà. Bravo. Bien, bah écoutez, je crois que vous avez presque conclu cette séquence. Moi, je voulais vous remercier pour la richesse des débats. On voit bien ce qui va se passer dans le groupe de travail. Je crois qu'on va avoir des débats très animés, très riches, très bien. Qui vont quand même dans le même sens globalement. Mais voilà, je me satisfais de voir que ben voilà, vous êtes partant, vous êtes motivé, vous êtes prêt à relever le défi. Je crois qu'on va... Vous aviez des craintes ? Non, je n'avais aucune crainte, mais j'en suis vraiment ravie, je m'en réjouis. Je me réjouis de ces travaux qui vont s'ouvrir dans quelques jours. Je voulais vous remercier pour votre attention. Et puis vous dire que j'ai toujours plaisir à venir vous voir. Donc, et nous aurons l'occasion, je pense, de nouveaux échanges dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, merci beaucoup. La première réunion du groupe de travail aura lieu le 30 septembre. Donc si vous avez des informations, vous les envoyez au mail du secrétariat ou à moi-même. Ça nous servira pour travailler. Et puis vous pourrez continuer à les envoyer même après, hein. C'est pas une date butoir puisqu'il y aura des sous-groupes qui vont être créés. Alors n'hésitez pas
à me faire parvenir vos informations. Je vous propose maintenant...